Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus pour la soutenance de thèse de Kevin. Donc, je suis Thierry Doré, professeur ici à AgroParisTech. Et le jury que je vais présenter m'a fait l'honneur de me proposer d'être président du jury. Donc, c'est pas ma voix normale, hein, je suis désolé, je suis un peu pris là. J'espère que ça sera audible quand même. Alors, le jury, on a un jury, je dirais pas pléthorique, en tout cas abondant et très international. Alors, les deux rapporteurs sont Dominique Barjol, ici présente, qui est enseignante à l'EPF à Zurich, et Catherine, il faut que je lise le papier pour ne pas dire de bêtises, de Skemaker, qui est enseignante à l'université de Wageningen, dans un département qui est le département de Plant Science. Et les membres du jury sont Jan van der Ploeg, qui est ici, qui est aussi de Wageningen, mais plutôt dans un département de sciences sociales. Et Michel Pimbert, ici présent, qui lui est enseignant au Royaume-Uni, à Coventry. Et puis nous avons trois chercheurs de l'INRA et d'AgroParisTech, qui sont Christine Aubry, qui est ici, Stéphane Bellon. Il est où, Stéphane? Ah ben voilà, c'était tout juste, j'avais pas vu que tu n'étais pas là. Donc Christine Aubry qui dans l'unité s'adapte ici à AgroParisTech avec l'INRA, Stéphane qui est à l'unité, je ne sais plus comment elle s'appelle, éco-développement toujours à Avignon, et François Léger qui est aussi à l'unité s'adapte et qui est le directeur de la thèse de Kevin. Donc voilà, ça va se dérouler comme traditionnellement une soutenance de thèse, 45 minutes pour la présentation de Kevin et puis ensuite une discussion avec le jury. Donc merci. Je vais essayer de respecter le temps. Donc je vais vous présenter ma thèse qui s'intitule Viabilité des microfermes maraîchères biologiques, une étude inductive combinant méthodes qualitatives et modélisation. Donc c'est une thèse que j'ai conduite à l'équipe agriculture urbaine de l'UMR s'adapte. C'est une UMR mixte entre INRA et AgroParisTech, financée par la région Île-de-France via le DIM Astrea. Donc tout d'abord, ça commence bien. Tout d'abord, voici le plan de ma thèse. Je vais commencer par vous présenter un peu le contexte et la constitution de la problématique. Vous exposer la démarche de ma thèse, les méthodes et les résultats choisis, discussion et conclusion. Assez classique. Donc d'abord, quelques éléments de contexte. Donc à l'heure actuelle, sur les 3200 installations agricoles à peu près annuelles en France, un tiers quasiment sont menées par des personnes qui ne sont pas issues du milieu agricole, qui sont des hors-cadres familiaux, pour la plupart non issus du milieu agricole, donc un tiers c'est beaucoup. Et pour ces personnes qui ne sont pas issues du milieu agricole, s'installer en agriculture, c'est avant tout souvent dans une démarche de redevenir paysan, qui est une démarche éthique. Alors le terme paysan est un peu connoté, donc je vais le définir, pourquoi j'emploie ce mot paysan. C'est des personnes qui avant tout revendiquent une forme d'autonomie dans un contexte dominant marqué par une conception industrielle de l'agriculture et qui cherchent non pas à dominer la nature, mais à produire avec la nature. Donc maintenant j'appellerai les microfermes avec qui j'ai travaillé des paysans, mais quand je dis paysans, il faut aussi entendre paysannes, car il y avait autant de femmes que d'hommes. Donc en pratique, ces paysans et ces paysannes cherchent à créer des agroécosystèmes très diversifiés pour favoriser le bouclage des cycles de matière et les régulations biologiques afin de limiter les intrants. Souvent cherchent à développer des circuits courts pour s'extraire du modèle industriel marchand et ont aussi souvent une recherche de proximité avec la nature via l'installation sur des petites fermes. Donc ces hors-cadres familiaux se tournent majoritairement vers l'agriculture biologique, les circuits courts et vers le maraîchage, qui est la première type de production choisie par ces gens. Sauf qu'à l'heure actuelle, le modèle, on va dire, classique, avec des gros guillemets, on pourra en discuter, en maraîchage biologique diversifié, dit, en général, en maraîchage biodiversifié, on est au moins sur 1 hectare serre cultivé, avec un tracteur et moins de 30 légumes. Il n'y a pas de statistiques formelles sur les micro-fermes dont je vais vous parler, mais à l'heure actuelle, les structures d'accompagnement et d'enseignement agricole sont débordées par ces projets d'installation qui veulent sortir de ce modèle dont je vous ai parlé et faire plus petit et plus diversifié. Donc au cours de ma thèse, j'ai cherché à caractériser ces micro-fermes. Donc voici les éléments de leur caractérisation. Donc le maraîchage était la principale source de revenus. C'était des fermes plus petites, donc en dessous d'1,5 hectare par équivalent temps plein, avec plus de 30 types de légumes vendus en circuit court, qui remettaient en question la nécessité absolue de la motorisation et qui cherchaient à collaborer avec les écosystèmes via des pratiques biologiques qui se dérivaient de multiples aspirations alternatives, comme la permaculture, le maraîchage bio-intensif ou l'agriculture naturelle, que j'ai beaucoup détaillé dans ma thèse, mais sur lequel je ne m'étendrai pas ici.
Donc, pourquoi ces hors cadres familiaux sont intéressés par les micro-fermes? Car à la fois répondent à une recherche de sens en refusant les standards de la modernisation agricole qui poussent à l'agrandissement et à la spécialisation, et elles demandent peu de foncier et de capital de départ, qui sont souvent un petit peu les facteurs limitants de l'installation quand on n'est pas issu du milieu agricole. Il y a aussi un intérêt fort pour les micro-fermes en milieu urbain. Il y a de plus en plus de collectivités en milieu urbain qui veulent favoriser donc la production locale, aussi répondre à des attentes sociétales de remettre de la biodiversité et de la nature en ville. Et donc, comme les micro-fermes peuvent potentiellement s'inscrire dans des petits espaces, comme le foncier est limité en ville, il y a un fort intérêt à l'heure actuelle en milieu urbain sur les micro-fermes. Sauf que, bon, ces micro-fermes, elles suscitent beaucoup d'engouement et d'enthousiasme, mais leur viabilité est controversée. En effet, il y a bien des exemples historiques de maraîchage sur petite surface. Par exemple, à Paris, au début du XXe siècle et puis aussi au XIXe, il y a eu des exemples d'adaptation au monde moderne de ces pratiques, principalement en Amérique du Nord, mais il y a peu de références à l'heure actuelle en France. Dans la littérature scientifique, on voit que les petites fermes très intensives en travail peuvent potentiellement être plus productives. Ça, il y a un certain nombre de travaux qui l'attestent, mais elles sont très intensives en travail et donc ces fermes se trouvent principalement dans des contextes souvent au sud où la main-d'œuvre est facilement accessible, ce qui n'est pas forcément le cas chez nous. Il y a aussi des travaux sur le maraîchage qui montrent que la diversification et les circuits courts peuvent entraîner une plus grande complexité de gestion et de planification des cultures, ce qui donc entraîne aussi une plus grande charge de travail. Donc, c'est pour toutes ces raisons que les micro-fermes sont encore souvent perçues comme des systèmes utopiques, donc non viables. Donc, la problématique de ma thèse est donc la suivante. Est-ce que les micro-fermes qui questionnent la modernisation agricole, par leur petite échelle, leur diversification, leurs pratiques écologiques et les circuits courts, est-ce qu'elles peuvent être viables dans le contexte des pays industrialisés, au-delà de quelques exemples médiatiques? Donc maintenant, je vais vous présenter la démarche de ma thèse. Donc tout d'abord, en termes de posture, je me définis comme un chercheur engagé, donc qui cherche à répondre à une demande sociale et à produire de la connaissance qui est orientée vers l'action. Je m'ancre au niveau théorique dans l'agroécologie à l'américaine, qui est donc une démarche qu'intègre sciences biophysiques et sociales, savoir-faire des paysans pour promouvoir la gestion de systèmes et la conception de systèmes alimentaires durables. Et je me revendique aussi d'une forme de militantisme critique en agronomie que Sébillotte, professeur d'agronomie de cette école, revendiquait à la fin de sa vie. Donc être un agronome qui intègre une réflexion éthique, qui dialogue et agit pour la société. Donc concrètement, comme je voulais donc agir pour la société, ma thèse, j'ai cherché à la fois à créer de la connaissance académique et de la connaissance pragmatique sur des systèmes qui étaient peu documentés, absents de la littérature académique. Donc je me suis basé avant tout sur des cas singuliers, sur l'expertise des paysans, pour créer de la connaissance, donc dans une démarche inductive. Donc rapidement, je vais vous présenter un petit peu l'organisation de ma thèse, qui s'est structurée en 5 articles. Donc dans le premier article, j'ai cherché à caractériser un revenu sur un cas d'une micro-ferme emblématique, qui est la micro-ferme du Bec et Loing, sur lequel mon directeur François Léger avait initié un projet de recherche depuis 2011. Ensuite, j'ai cherché, sur une plus grande diversité de micro-fermes, à comprendre les choix stratégiques de ces fermes et le relier à leur projet de vie, pour essayer de donner une définition de la viabilité. Ensuite, j'ai exploré la viabilité économique des micro-fermes via un modèle de simulation. Après, j'ai cherché à analyser les stratégies des micro-fermes pour gérer la complexité de la planification des cultures, qui était souvent mis en avant comme un frein. Et pour finir, j'ai essayé d'appliquer un certain nombre de méthodes que j'avais développées au contexte des micro-fermes londoniennes. Donc, en termes de cas d'études, j'ai principalement réalisé mon travail sur 20 cas d'études au nord de la Loire en France, sur des fermes qui étaient assez jeunes, moins de 10 ans, parce que c'est encore des systèmes assez pionniers. Et à la fin de ma thèse, comme il y avait au départ une demande forte sur les micro-fermes en ville, j'ai essayé d'adapter les méthodes développées en milieu rural au milieu londonien sur 10 cas d'études. Donc, au cours de ma thèse, j'ai cherché à impliquer les acteurs tout au long du dispositif, donc par une forme de consultation via des discussions informelles et des échanges, pour la construction de la problématique, le recueil des données, la présentation et la discussion des méthodes et des résultats. Donc, dans ma thèse, j'ai combiné à la fois des méthodes qualitatives et quantitatives, comme vous pouvez le voir ici. Et donc aujourd'hui, moi j'ai envie d'insister sur le cœur de ma thèse, qui était la construction d'un modèle mathématique de simulation, donc un modèle quantitatif,
Sauf que la conception de ce modèle quantitatif s'est basée sur un cadre conceptuel qualitatif que j'avais développé avant. Donc je vais vous donner les principaux éléments de résultat de cet article-là pour pouvoir vous montrer comment ça a impacté ma démarche de modélisation. Donc là, je vous présente donc ce fameux cadre conceptuel. Donc ce cadre et cette démarche essaient de répondre à une question de recherche qui était la suivante: comment définir et aborder la viabilité de systèmes agricoles alternatifs que sont les micro-fermes. Donc dans les méthodes d'analyse multicritère de la durabilité de l'exploitation agricole, la viabilité est souvent réduite à une dimension économique de la durabilité. Moi, je n'ai pas décidé de partir là-dessus. Je me suis plutôt inspiré de la théorie mathématique de la viabilité, qui dit qu'un système est viable s'il remplit un certain nombre de contraintes qui lui permettent de continuer à exister au cours du temps, car cette définition me paraissait plus en résonance avec la question pragmatique des gens, qui était « pourrais-je vivre d'une micro-ferme au cours du temps ?» Donc, sauf qu'un système, pour qu'il soit viable au cours du temps, quand c'est une ferme, c'est un système qui est piloté par l'homme. Donc c'est avant tout le paysan qui décide ou non de continuer son activité. Donc il y avait une dimension subjective importante de la viabilité, de savoir qu'est-ce que le paysan désire et qu'est-ce que le paysan peut accepter. Donc je ne vais pas détailler les méthodes ici, mais j'ai fait une analyse quantitative de 14 entretiens qui ont mené au résultat que je vais vous présenter. Donc en fait, je me suis rendu compte, à partir des entretiens, que les micro-fermes se structuraient autour d'un projet de vie global avec des aspirations écologiques et sociales fortes. Vous voyez ici les différentes dimensions de ce projet. Entre parenthèses, c'est le nombre de micro-fermes sur 14 qui présentaient ces aspirations. Donc vous voyez que sur les 14 micro-fermes, on avait à la fois des aspirations d'autonomie, de qualité de vie de travail, de sens et d'engagement, charge de travail acceptable et revenus décents. Donc vraiment un projet de vie global où le revenu et le travail c'est important, mais il y a aussi plein d'autres choses qui rentrent en compte. Et par contre, vous voyez que sur les différentes fermes, ces aspirations pouvaient se concrétiser de manière assez différente. À partir de ce projet de vie, les maraîchers déterminer leurs choix stratégiques, qui sont donc, si on prend une définition classique, les décisions de l'agriculteur qui concernent la structure et l'organisation de la ferme à moyen et long terme et qui déterminent la trajectoire des fermes. Donc à partir de ça, je me suis dit, si le projet de vie des maraîchers, il y a ces dimensions immatérielles et matérielles, et qu'ils organisent leurs choix stratégiques par rapport à ça, j'ai défini la viabilité comme la possibilité pour les paysans de vivre sur le long terme en accord avec leurs besoins matériels et leurs aspirations immatérielles. Bien sûr, c'est pas si simple que ça. Les aspirations de ce projet de vie, elles peuvent être en tension. Donc, il y a aussi une nécessité parfois de réaliser des compromis. Et donc, j'ai montré dans ce travail qu'il y avait une question importante sur comment le maraîcher fait des compromis dans ses choix stratégiques pour continuer à satisfaire le minimum vital de ses différentes aspirations. Donc, juste pour conclure un peu les éléments de ce travail qualitatif avant de passer à la suite. Donc, j'ai donné une définition de la viabilité du point de vue des paysans, qui englobe des dimensions matérielles et immatérielles. J'ai montré la pertinence d'aborder la viabilité par les choix stratégiques, l'importance de considérer les compromis. Et là, je n'ai pas détaillé, mais tous les choix stratégiques que j'ai mentionnés, je les ai étudiés, j'ai regardé leur diversité, et c'est cette étude de la diversité des choix stratégiques qui m'a permis ensuite de faire des scénarios dans le modèle que je vais vous présenter. Donc là, je vais vous présenter ce modèle de simulation. D'abord, je vais vous présenter la construction du modèle et ensuite la construction des scénarios et les résultats. Donc, juste un petit retour à la problématique. Malgré l'importance des aspirations immatérielles que j'avais mis en évidence dans la viabilité, les porteurs de projets avaient des demandes fortes sur les aspects matériels, donc qu'on pourrait appeler la viabilité économique, qui était le premier frein à l'installation, car souvent ils se confrontaient à un refus des banques ou une méfiance des structures d'accompagnement qui remettaient en cause la viabilité économique de leur projet. Donc j'ai décidé de me focaliser sur cette question de la viabilité économique, en posant la question, quels sont les niveaux de viabilité économique atteints par les micro-fermes et les points clés de cette viabilité. Donc en fait, par rapport à ma première définition de la viabilité, on peut considérer que la viabilité économique, c'est l'aspect matériel de la viabilité, et j'ai défini comme la capacité à générer un revenu minimal sans dépasser une charge de travail maximale.
en lien avec la théorie mathématique de la viabilité dont vous avez parlé avant. Donc, j'ai fait un choix de modélisation. Pourquoi? Pour qui? Donc, pour pallier au nombre limité de micro-fermes qui sont quand même des fermes pionnières, et produire de la connaissance scientifique plus générique sur la viabilité de ces systèmes, et des connaissances pragmatiques pour les porteurs de projets, avec l'idée, pourquoi pas, de produire des ordres de grandeur sur les niveaux de viabilité économique atteints, selon différents choix stratégiques. Alors comment? Alors j'ai du coup cherché à calibrer un modèle sur un faible échantillonnage théorique, qui rendait compte de la grande diversité des micro-fermes, pour pouvoir mener une démarche d'expérimentation virtuelle, en simulant un grand nombre de scénarios qui intégraient la variabilité observée sur le terrain, quelque part pour ouvrir le champ des possibles. C'est pour ça que j'ai opté pour un modèle stochastique. Un modèle stochastique, c'est un modèle qui, pour un scénario donné, présente en sortie une variabilité possible qui intégrait la variabilité observée sur le terrain, pour élargir le champ. Donc comment j'ai conçu l'architecture de mon modèle? Je me suis basé sur des entretiens avec 20 micro-fermes et j'étais en interaction forte avec les maraîchers. Et du coup, par rapport au cadre que je vous ai présenté, je me suis focalisé sur 3 choix stratégiques qui avaient été jugés clés par les maraîchers dans la viabilité économique, qui étaient les choix de commercialisation, les choix d'investissement et les choix techniques. Alors pour rentrer dans le modèle, j'ai décidé de rentrer dans le modèle par la planification des cultures. Pourquoi? Parce que sur les micro-fermes, on a une diversité de cultures vendues en circuit court pour répondre à des attentes de biodiversité et de production locale diversifiée, plutôt que la recherche de la maximisation du profit en essayant de combiner les cultures les plus rentables. La vente en panier était centrale sur la plupart des fermes, et c'est souvent le circuit de vente le plus contraignant, parce qu'il faut faire des paniers diversifiés tout au cours du temps. Donc dans le modèle, j'ai considéré uniquement de la vente en panier, car c'est le plus contraignant. Alors, en termes de choix de modélisation, je me suis dit comment on va générer des plans de culture pour répondre à cette offre diversifiée en panier. Alors, un plan de culture, qu'est-ce que c'est? C'est la surface et la répartition des cultures dans le temps. Donc concrètement, c'est le type de culture qu'on va mettre. Ensuite, les successions des cultures sur un an, une année de production. Et ensuite, les surfaces affectées à chaque culture. Et on voit qu'au final, on doit pouvoir remplir notre panier tout au cours du temps. Donc pour faire ça, on voit qu'on a besoin de quelque part de combiner des petites briques élémentaires de culture. Donc il va falloir qu'on caractérise ces petites briques qu'on va combiner. Donc il fallait voir quels étaient les cycles de culture possibles, donc les moments d'implantation et de récolte possibles par culture, et aussi quels étaient les critères de composition des paniers, qui dépendent des choix de commercialisation. Pour aussi combiner ces petites briques, il fallait connaître le rendement par mètre carré par légume, pour pouvoir ensuite multiplier par des surfaces, et le temps de travail par mètre carré par légume. Et ça, on sait que ça peut varier selon les choix stratégiques, techniques. Ensuite, si on a dedans des données sur le temps de travail et les surfaces et la production, si on met en entrée du modèle un temps de travail annuel, on peut en déduire une production sur l'année. Mais pour arriver jusqu'au revenu, il faut caractériser les prix et les charges qui peuvent bien sûr varier selon les choix techniques et aussi les choix d'investissement. Donc voici au final l'architecture de mon modèle. Donc j'avais deux premiers sous-modèles qui, à partir des choix techniques, modélisaient le rendement par légume par mètre carré et le travail par légume par mètre carré. Au milieu, un sous-modèle qui planifiait les cultures pour répondre à la composition des paniers au cours du temps en fonction des choix de commercialisation. Et des hypothèses de charges qui dépendaient des choix techniques et des choix d'investissement. Donc maintenant, je vais vous détailler un petit peu comment j'ai construit tout ça. Donc je vais détailler la construction du sous-modèle 1 et du sous-modèle 2. Donc j'ai récolté des données pour 50 cultures sur un échantillonnage théorique de 10 micro-fermes qui avaient des stratégies variées par rapport aux variables qui étaient jugées déterminantes sur le rendement et le temps de travail. Donc voici les différentes variables qu'on a considérées, je les détaillerai plus tard, et vous voyez que du coup, j'avais un échantillon de fermes qui présentait de la diversité sur ces différentes variables. Pour ces fermes, ces 10 fermes, j'ai essayé de mesurer ou estimer les rendements comme je pouvais, à chaque fois en m'adaptant au contexte de chaque ferme, sur donc 50 cultures. Donc c'était des rendements commerciaux, c'est-à-dire qui intégraient la perte au champ et au stockage. Et j'ai aussi cherché à estimer les temps de travail par légume via une procédure indirecte que je ne vais pas vous décrire en détail, mais que je vous présente quand même.
Donc sur chaque ferme, j'allais estimer le temps de travail annuel à partir d'une estimation mois par mois du travail. Ensuite, je récupérais aussi toutes les surfaces de culture sur la ferme. Et j'ai eu la chance d'avoir 2 jeux de données sur 2 micro-fermes qui, pendant 3 ans, avaient mesuré les temps très précisément les temps de culture par légumes consacrés à l'implantation, l'entretien et la récolte. Du coup, à partir de ce énorme jeu de données, j'ai pu créer un petit modèle linéaire qui, à partir d'une typologie des légumes, donc est-ce qu'ils avaient un temps plutôt faible, moyen ou fort d'implantation, d'entretien et de récolte, de prédire leur temps de travail par mètre carré. Et à partir de ce modèle, je suis allé voir les gens sur le terrain et je leur ai demandé sur chaque ferme de classer ces 50 légumes eux-mêmes dans les catégories d'implantation, entretien et récolte par rapport à leur appréciation, quels étaient les modèles, les légumes qui avaient demandé le plus d'entretien, le moins d'entretien. Et avec toutes ces données, j'arrivais à une estimation pour chacune des fermes du temps de travail par mètre carré et par légume. Donc au final, j'ai dû récupérer 387 points de données de rendement et 387 points de données de temps de travail sur 10 fermes pour 50 légumes. Et j'avais envie de chercher à caractériser l'effet des pratiques. J'ai opté pour des modèles mixtes, donc j'épargne les subtilités maintenant, mais on pourra en discuter plus tard. Mais le principe de modèle mixte, c'est que j'ai choisi de caractériser l'effet des cultures et des fermes comme des effets aléatoires pour extraire les effets fixes des pratiques. Donc il y avait donc ces grandes variables, comme je vous l'ai dit, ont été choisies parce qu'elles étaient jugées pertinentes par les maraîchers. Donc le choix de motorisation, uniquement manuelle, ou alors forte, donc avec un tracteur pour quasiment toutes les activités, et un système intermédiaire où on avait une petite motorisation uniquement pour le travail du sol, mais tout le reste était fait à la main. La possibilité de faire des associations de culture ou pas. Des pratiques base intrants ou pas. Alors là, derrière pratiques base intrants, je mets compostage, paillage, mulch, préparation de décoction sur la plante sur la ferme pour limiter les intrants. Et aussi la pratique de l'autoconstruction, car on savait que sur des micro-fermes qui s'installent, beaucoup cherchent à autoconstruire pour limiter les emprunts, et que cette autoconstruction entraîne souvent une surcharge de travail. Donc j'ai pris aussi cette variable en compte dans le modèle. Donc pourquoi le modèle au log? Là, c'est juste pour faire mathématiques. Et non, plus sérieusement, c'est pour c'est pour garantir l'homocédasticité des résidus. Donc à partir de cette première équation, j'ai fait ensuite une sélection à reculons pour arriver à des modèles avec les variables significatives pour le travail et pour le rendement. Donc là, je vous présenterai juste l'équation à laquelle je suis arrivé pour le travail. Donc j'ai montré qu'en fait, le travail, les effets fixes significatifs qui l'impactaient, c'était le niveau de motorisation, les pratiques base intrants et l'autoconstruction. Donc vous voyez que les pratiques base intrants et l'autoconstruction avaient tendance à augmenter le temps de travail, alors que par rapport à l'intercept, qui était donc motorisation forte, la motorisation intermédiaire et le travail manuel avaient tendance à diminuer le temps de travail. Pourquoi? Parce que souvent sur ces systèmes moins motorisés, on intervenait moins systématiquement sur le sol, donc on avait moins de temps de travail pour le travail du sol. Et comme quand on a un tracteur et qu'on fait du binage motorisé, on doit laisser un espacement entre les rangs pour pouvoir passer avec la machine. Quand on n'a pas de binage motorisé, on peut du coup densifier les cultures, et ce qui limite le temps de désherbage. Donc vous voyez que le modèle n'était pas si mauvais parce qu'on avait quand même un R2 conditionnel de 0,76. Donc à partir de ce modèle, je pouvais aussi prédire les effets des 50 légumes pour le temps de travail, et on a fait aussi la même chose pour le rendement. Donc ensuite, vous avez l'équation du rendement, l'équation du temps de travail, et pour chaque simulation et pour chaque culture, à chaque fois je pouvais fixer l'effet culture, et ensuite j'ai décidé de tirer aléatoirement les effets fixes, les effets fermes et les effets résiduels dans leur loi de probabilité. Alors pourquoi j'ai fait ça? C'était pour prendre en compte l'incertitude sur les estimations des paramètres, parce que j'avais un petit échantillon, et aussi pour introduire de la variabilité dans le modèle. Donc c'était donc une source de stochasticité. Donc on avait du coup des simulations avec des bons et des moins bons rendements, et des bons et des moins bons de temps de travail. Donc c'est dans cette logique d'élargir le champ des possibles. Donc je vous ai décrit le modèle 1 et 2, maintenant le modèle 3, les plans de culture. Donc pour élaborer ces plans de culture, j'ai recueilli des plans de culture pour 50 cultures sur 10 micro-fermes. Et à partir de ça, j'ai constitué une base de données avec 1053 cycles de culture possibles, où à chaque fois on avait les cultures, la zone, plein champ serre, le calendrier, et à chaque fois le mois d'implantation, le début de récolte et la fin de récolte. Bien sûr, il y avait plein de possibilités pour une culture, on pouvait avoir plein de cycles de culture possibles.
J'ai aussi recueilli la constitution hebdomadaire des paniers pour toute une saison de production, ce qui a permis d'établir des critères de diversité des paniers au cours du temps. Et à partir de ça, du coup, j'ai créé un modèle qui génère aléatoirement des plans de culture pour assurer une offre cohérente en vente en panier hebdomadaire au cours du temps. Donc, en s'assurant qu'il y ait des quantités suffisantes pour une livraison en panier hebdomadaire, en termes de part de légumes, et aussi une diversité suffisante dans les paniers et entre les paniers. Donc, il y avait des critères de diversité pour les paniers chaque semaine et aussi au cours du temps. Donc, c'était aussi une source de stochasticité, parce que du coup, on pouvait à chaque simulation tirer aléatoirement un plan de culture. Donc, on a détaillé le plan de culture. Maintenant, quelques mots sur les prix et les charges. Les prix, je ne me suis pas très compliqué la tête. J'ai pris les prix moyens sur les 10 fermes en panier. Et les charges, j'ai étudié les documents comptables des micro-fermes sur le plus d'années possible. Donc au final, j'arrive à ce modèle qui donc permet, à partir d'un temps de travail, d'estimer un revenu. Et donc en faisant le rapport entre le revenu et le temps de travail, je pouvais estimer les chances de viabilité économique de différents scénarios. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment j'ai construit mes scénarios à partir des enquêtes qualitatives. Que tous les choix, donc j'ai considéré qu'un scénario était toujours une combinaison entre un système technique, il y en avait 3 possibles, une stratégie de commercialisation, il y en avait 2 possibles, et une hypothèse d'investissement. Donc il y avait 2 stratégies d'installation et une hypothèse de routine. Et tout ce que je vais vous présenter, ça a été dérivé des entretiens qualitatifs préalables avec les maraîchers. Donc d'ailleurs, je vais vous montrer comment j'ai constitué ces systèmes techniques. Donc j'ai considéré 3 systèmes techniques qui, quelque part, étaient bien sûr des points, des pôles théoriques sur la diversité des fermes observées. Donc il y avait quelque part sur un gradient de motorisation et sur un gradient décroissant de pratiques écologiques et d'intensité d'utilisation de l'espace. Donc le premier système, c'était le système micro-agriculture manuelle, donc uniquement manuel, une volonté de vraiment densifier au maximum les cultures, avec aussi des associations de cultures, et un maximum de succession de cultures dans le temps. Et du coup, pour maximiser les successions de cultures, on ne fait pas d'engrais verts qui vont prendre de l'espace pour les cultures. À l'opposé, on avait le maraîchage, à l'extrême opposé, le maraîchage dit, on pourrait qualifier de classique, avec une motorisation forte, et une densité d'implantation faible, pour ces histoires de binage motorisé dont je vous ai déjà parlé, une succession de cultures de 1 à 2, ce qui se fait couramment en maraîchage classique, pas d'engrais verts et pas de pratique bas intrants. Et entre les deux, on avait un système intermédiaire, le système de maraîchage bio-intensif, où il avait une motorisation manuelle uniquement pour le travail du sol, mais qui permet quand même une bonne densité d'implantation. On avait aussi une volonté de faire plus de successions de cultures par an, mais on voulait mettre des engrais verts, ce qui limitait le nombre de successions de cultures. Et on ne faisait pas d'association dans ce système. Donc je voulais vous imprégner de ces 3 systèmes, parce qu'après on va détailler les résultats. Ensuite, j'ai cherché à caractériser donc 2 stratégies de commercialisation. Donc à chaque fois en panier, une commercialisation sur 12 mois avec une gamme de légumes qui incluait toutes les cultures de conservation hivernale, donc carottes, pommes de terre, betteraves et compagnie, qui occupent l'espace plus longtemps avec une faible valeur ajoutée. C'est la raison pour laquelle il y a aussi des maraîchers qui font le choix de ne pas cultiver ces légumes ou qui les cultivent uniquement en primeur, c'est-à-dire donc sur une plus courte période avec une meilleure valeur ajoutée. Et donc le deuxième scénario, c'était la deuxième stratégie considérait ça avec une commercialisation d'avril à décembre, comme ça on n'a pas besoin de livrer en hiver. Donc bien sûr, c'est aussi des pôles théoriques. Les fermes dans la réalité pouvaient avoir des choses entre les deux. Donc maintenant les stratégies d'installation. Donc j'ai considéré qu'on avait 0 capital propre de départ, qui est peut-être une hypothèse un petit peu extrême, mais comme les micro-fermes mettaient en avant l'idée de pouvoir s'installer avec peu de capital, j'ai dit ok, on va jusqu'au bout, 0 capital propre de départ. Et j'ai caractérisé 2 stratégies d'installation. Une stratégie d'installation à haut coût, à bas coût, où on faisait plutôt de l'autoconstruction à partir de matériel d'occasion et de récupération, qui visait à limiter les emprunts mais avec un temps de travail plus important. Une installation à haut coût, où là on achète du matériel neuf, donc on a des emprunts plus élevés, mais comme on n'a pas besoin de faire d'autoconstruction, on a un temps de travail plus faible. J'ai considéré aussi une hypothèse de routine, où après 5 ans, je considérais que tous les emprunts étaient remboursés, où on n'avait plus de travail pour l'autoconstruction.
Donc, si on combine ces 3 fois 2 fois 3 hypothèses, on arrive à 18 scénarios possibles. Et pour chacun des 18 scénarios, j'ai réalisé avec le modèle 1000 simulations. Donc, on arrivait à 18 000 simulations. Donc, comment j'ai évalué la viabilité économique de ces simulations ? Je me suis basé sur des critères de charge de travail annuel maximum et de revenu mensuel minimum que j'avais mis en évidence avec les entretiens qualitatifs. Les gens n'avaient pas tous la même volonté de limiter le travail ou de revenus. Donc, en termes de charge de travail, j'ai considéré une charge de travail annuelle maximum de 1800 heures, qui correspond à peu près à 36 heures sur 50 semaines. Donc, assez ambitieux en maraîchage. Et une charge de travail de 2500 heures, donc 50 heures sur 50 semaines. En termes de revenu minimal mensuel, j'ai considéré 3 critères. Donc 600 euros par mois, 1000 euros par mois et 1400 euros par mois, avant imposition. Et du coup, en combinant tous ces critères, j'arrivais à 6 niveaux de viabilité différentes. Pour chacun des 18 scénarios, et pour chacun des critères, j'ai regardé combien de ces scénarios, de ces simulations, permettaient de remplir les critères de viabilité. Donc à chaque fois, pour un scénario, j'avais mis les simulations et j'ai regardé le pourcentage de ces simulations qui remplissaient ces critères. Donc c'est ce pourcentage que j'ai appelé les chances de viabilité économique que je vais maintenant vous décrire. Donc avant de vous décrire les scénarios dans le détail, je vais vous montrer qu'en fait, bien sûr, les chances de viabilité économique dépendent bien sûr des niveaux considérés en tant que critères de viabilité. Donc si je prends par exemple le système technique MI, la commercialisation sur 12 mois et la routine, on voit que quand on change de critère, on passe de 95% à 8%. Donc en fait, bien sûr, plus on a des critères exigeants, plus on limite les chances de viabilité. Donc, dans la suite, je ne vais pas vous détailler à chaque fois les résultats pour chacun des niveaux. Je ferai une moyenne de ces différents niveaux de viabilité. Ce qui est intéressant, c'est aussi de montrer qu'aucun scénario ne garantissait la viabilité économique à 100%, ce qui met en évidence la difficulté de s'installer sur une ferme. Donc maintenant, les résultats, enfin. Donc, on pouvait regarder l'impact des systèmes techniques sur la viabilité économique. Donc, en bas, vous avez les différentes hypothèses de commercialisation et en haut, les systèmes techniques. Et donc, ce qu'on voit, c'est que l'intensification par unité de surface et les pratiques écologiques bas intrants, qui sont donc qu'on retrouve dans le système MI et BI, permettent un niveau supérieur de viabilité économique par rapport au système classique. Et que dans ces deux systèmes plus intensifs, c'est le système bio-intensif, celui où il y a un petit peu de motorisation, qui a les meilleurs résultats. Ça permet aussi d'être viable économiquement sur des plus petites surfaces cultivées, d'être petit et intense. Donc on voit ici les surfaces cultivées pour les scénarios viables uniquement, en fonction des systèmes techniques. Et on voit que du coup les systèmes techniques les plus intensifs permettent d'être viables sur une surface plus petite, qui est bien sûr dépend du niveau d'intensification choisi. Et on est largement en dessous de la barre classique où on est à 1,2 hectare, 1,5 hectare recommandé. Alors comment expliquer ces résultats ? Comment ça se fait que ces systèmes plus intensifs et avec plus de pratiques écologiques aient des meilleurs résultats de viabilité économique ? On a vu que les pratiques écologiques dans le modèle tendaient à augmenter le travail, mais on a vu aussi qu'en faisant peu motorisé et dense, on pouvait quelque part limiter cette augmentation. Et l'augmentation du temps de travail de ces pratiques écologiques est compensée, dans mon modèle, par la baisse des charges. De plus, comme on est sur des systèmes avec moins d'équipement, on a besoin de moins de surface pour amortir les charges de structure, donc on peut apporter plus de soins à une petite surface. Et le soin donc, est à la fois important pour la dimension économique, mais ce soin qu'on appelle care en anglais est au cœur de l'agriculture biologique et de la permaculture, et soigner un écosystème remplit aussi les aspirations immatérielles de responsabilité et de proximité, dont j'ai montré l'importance au départ. Donc maintenant, l'impact du choix de commercialisation. Donc on voit que quand on fait le choix de ne pas avoir de culture de conservation, on augmente les chances de viabilité économique, parce que bien sûr, on a des cultures à plus haute valeur ajoutée. Maintenant, si on regarde l'impact de l'installation sur la viabilité économique, clairement, on voit qu'on est moins viable économiquement à l'installation. Donc il y a quand même une fragilité à l'installation. Par contre, ici on a les systèmes, vous voyez, micro-agriculture et plus intensifs, et ici système classique. Et malgré tout, les systèmes moins motorisés sur plus petites surfaces, ils sont quand même plus viables que le système classique, parce qu'on a besoin de moins d'emprunts pour l'équipement et aussi moins d'emprunts pour le foncier. Si maintenant on zoome sur l'installation, avec les deux scénarios d'installation, on voit
que finalement l'installation à bas coût réduit les chances de viabilité. C'est-à-dire que la surcharge de travail qui est liée à l'autoconstruction, ça ne compense pas la baisse des emprunts réalisés par l'autoconstruction. En tout cas dans les hypothèses du modèle où on avait zéro capital propre au départ. Donc après, bien sûr, il a fallu valider toutes ces sorties du modèle sur le terrain, donc en confrontant les données de terrain. Donc là, vous avez les surfaces cultivées et les revenus horaires pour différentes combinaisons de scénarios. Donc les boîtes à moustaches, ce sont les sorties de mon modèle. Les points bleus, c'est les données des fermes utilisées pour calibrer le modèle. Et les points rouges, c'est les données sur d'autres fermes que j'ai pu trouver, en sachant qu'elles sont assez difficiles à trouver. Et donc ce qu'on voit, c'est que le modèle couvre bien la variabilité des données de terrain. Il représente aussi bien la position respective des scénarios les uns par rapport aux autres, qui sont des critères centraux de validation des modèles. Mais valider un modèle, ça dépend aussi de son objectif. Et dans le cas présent, où j'avais quand même une volonté de créer de la connaissance pragmatique et où il y avait de toute façon peu de données de terrain pour valider le modèle, la validation par les praticiens était centrale. Donc j'ai discuté et présenté le modèle avec plus de 300 praticiens, des maraîchers, enseignants agricoles, conseillers agricoles, et qui ont considéré que le modèle était crédible, qu'il y avait donc une adéquation entre les sorties du modèle et leur expérience, pertinent, c'est-à-dire qu'on prenait en compte les stratégies clés de la viabilité économique, et légitime, dans le sens où on explorait des scénarios, où on ne cherchait pas à optimiser un scénario unique et à prescrire quoi que ce soit, on explorait et on avait en plus construit le lien, le modèle avec les maraîchers. Donc maintenant, j'arrive à la discussion. Donc bien sûr, il faudrait élargir à une population plus large de fermes et confronter à plus de données de terrain. Et il y aurait aussi bien sûr nécessité de plus de mesures et données sur les paramètres sensibles du modèle. Donc en particulier les paramètres qui caractérisent l'impact des pratiques et des légumes sur le temps de travail, les charges et les prix. Du coup, comme le modèle est très sensible au prix, ça serait intéressant de faire aussi des scénarios avec différents niveaux de prix. Alors, on a vu dans le premier travail qualitatif que les maraîchers mettaient en place un choix stratégique pour répondre à des aspirations aussi immatérielles. Donc là, je vous ai moi décrit les stratégies uniquement d'un point de vue technique, mais par exemple, en termes de commercialisation, vous avez ici le scénario sur 12 mois et sur 9 mois, on voit qu'ils peuvent aussi répondre à des aspirations immatérielles différentes. Dans la stratégie sur 12 mois, on cherche à avoir plus d'autonomie parce qu'on produit des cultures de conservation, un travail plus étalé sur l'année et aussi une dimension d'équité, quelque part à ne pas laisser les cultures de conservation à basse valeur ajoutée aux copains. Et un scénario sur 9 mois où là, on va du coup générer la valeur sur une plus courte période, en été, donc avec une volonté de connecter au rythme naturel où on est plus actif quand la nature produit plus, et des vacances en hiver. Bien sûr, on pourrait relier les différents choix stratégiques aux différentes valeurs, aussi pour le système technique et les stratégies d'investissement. En face, on a les niveaux de viabilité économique atteints entre les deux. Et donc, ça serait intéressant maintenant de considérer comment on considère les compromis entre ces dimensions immatérielles et les dimensions de viabilité économique. Par exemple, on voit qu'en termes de viabilité économique, le système bio-intensif est le plus performant. Par contre, sur certaines valeurs, par exemple sur la motorisation, il y a des gens qui ne souhaitent absolument pas de motorisation, donc qui ne souhaiteront pas s'installer sur ce type de système. Donc il y a bien sûr des compromis à trouver. Donc comment on peut du coup faire le lien entre ces scénarios, ces dimensions immatérielles et matérielles? Donc une des pistes de mon travail, ça a été de discuter collectivement et qualitativement les résultats. C'est-à-dire qu'en gros, j'amène les résultats de simulation et je laisse la discussion qualitative aux acteurs. C'est ce que j'ai fait à Londres. Dans mon modèle, j'avais considéré 2 choix de commercialisation. Vendre des pousses à haute valeur ajoutée chères à des restaurants et vendre une large gamme de légumes à des prix abordables pour les habitants. Bien sûr, on voyait que ce scénario-là avait plus de chances de viabilité économique. Mais en discutant les résultats avec les gens, on voyait que sur le terrain, eux pouvaient mettre en place des compromis, c'est-à-dire d'avoir par exemple une partie de leur récolte qui était dédiée à une haute valeur ajoutée et une partie qui était vendue à des prix plus abordables. C'est ce qu'ils appelaient the Robin Hood Strategy, la stratégie Robin des Bois, qui considérait à vendre plus cher aux riches pour vendre moins cher aux pauvres, et qui trouvait du coup qui consistait donc un compromis entre une aspiration d'un côté de revenus décents et d'engagement social.
Donc juste un petit mot sur l'agriculture urbaine, c'était un des aspects de mon travail, j'en ai pas parlé, du coup j'étalerai pas plus que ça, mais ces entretiens ont aussi permis de montrer qu'il y avait des compromis à faire entre les activités purement de production qui étaient considérées par le modèle et aussi les activités sociales, de pédagogie, d'animation, d'insertion qui étaient primordiales dans la création de micro-fermes urbaines et aussi cruciales dans l'accès aux ressources car c'est souvent ces activités sociales qui légitimaient l'accès au foncier et à la main-d'œuvre dans des contextes très contraints. Je referme la parenthèse. Alors, pour estimer ces compromis entre les dimensions immatérielles et matérielles, on peut aussi chercher à caractériser les dimensions immatérielles par les indicateurs, en s'inspirant d'indicateurs des méthodes classiques, voir lesquels pourraient fonctionner, en créant de nouveaux indicateurs, en particulier les indicateurs subjectifs, comme dans certaines méthodes, et aussi endogènes, c'est-à-dire au lieu de toujours avoir des indicateurs uniques qu'on va appliquer à toutes les fermes, pourquoi pas créer des indicateurs avec les maraîchers et avoir des indicateurs qui correspondent vraiment à leur projet, et pourquoi pas même des indicateurs différents sur chacune de ces fermes. Et bien sûr aussi confronter les perceptions subjectives à l'objectivation des impacts. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, moi j'ai l'impression qu'en faisant ça, je limite mon impact énergétique. Ça serait intéressant aussi de mettre des mesures derrière tout ça. Donc quand même, si on regarde les scénarios, même en routine, si on a les niveaux de viabilité les plus exigeants, on a quand même des chances de viabilité économique qui ne sont pas forcément énormes. Et si on regarde à l'installation, pour les niveaux les plus exigeants, on a vraiment des chances très très faibles de viabilité économique. Donc quels sont les leviers pour augmenter les chances de viabilité économique ? Tout d'abord à l'installation, avoir du capital propre. Moi dans le modèle, je considérais qu'on n'avait pas de capital propre, mais dans les faits, la plupart en ont. Considérer aussi d'autres aides. Dans le modèle, je considérais les aides aux jeunes agriculteurs, qui sont des aides assez classiques, mais il y a aussi d'autres aides possibles, régionales, départementales, etc. De manière générale, aussi réfléchir aux dimensions collectives de solidarité, de mutualisation, d'entraide, la possibilité d'autres sources de revenus, du conjoint, d'autres activités, qui est souvent très important à l'installation, considérer d'autres circuits de commercialisation, et aussi l'innovation technique. Parce que les fermes avec qui j'ai travaillé sont encore des fermes jeunes, la plupart étaient encore en train d'expérimenter, et toutes me disaient, on sent qu'il y a un potentiel, et que dans les années à venir, on peut vraiment encore améliorer notre système, on a encore vraiment des marges de manœuvre. Donc c'est encore des fermes très jeunes. Donc, dernier point de discussion, j'amène ici le concept de farming style, de style agricole, que Van der Ploeg définit comme l'imbrication entre un répertoire culturel, des pratiques et un mode de génération de la viabilité. Classiquement, quand on parle de style agricole, on se base sur des répertoires donc empiriques, souvent collectifs, et qui ont été adaptés historiquement par les paysans à un écosystème. Donc, dans le cas des hors-cadres familiaux, leur répertoire culturel, quelque part, il est hors sol au départ, il est très théorique, il vient de différentes aspirations, et ça serait intéressant de voir comment ces projets hors sol, ces répertoires culturels hors sol, se confrontent à la réalité écologique et sociale d'un lieu. Ce serait intéressant de le voir en dynamique, et de voir comment ces répertoires culturels peuvent créer de nouveaux styles agricoles qui pourraient être potentiellement viables. Donc, quand on parle donc de confrontation à la réalité écologique et sociale d'un lieu, c'est très important. Au départ, je vous ai présenté un schéma simplifié de mon travail où il y avait le projet de vie et les choix stratégiques. En fait, mon travail était un petit peu plus compliqué que ça, et on montrait qu'il y avait aussi une adaptation entre le projet de vie et la situation. Là, c'est classique, c'est le phénomène de coproduction ou la théorie du comportement adaptatif en agronomie. Donc, il faudrait regarder comment le projet transforme le lieu et comment le lieu transforme le projet au cours du temps. Et donc, on pourrait aussi regarder en dynamique comment se construit en particulier tout un socio-système autour de ces nouveaux projets de clientèle, d'entraide, de mutualisation et un écosystème en termes de fertilité des sols, de régulation biologique, car ce sont des fermes qui mettent en avant l'écosystème. Donc, j'en arrive maintenant à la conclusion. Donc, je vous ai dit au départ que je voulais créer de la connaissance à la fois académique et pragmatique. En termes de connaissances académiques, je propose quand même des pistes de réflexion pour une approche globale de la viabilité. Je confirme l'importance de la subjectivité des acteurs dans la durabilité des fermes biologiques et des systèmes humains en général. Je suggère aussi d'intégrer mieux les dimensions subjectives dans les cadres existants de la multifonctionnalité de l'agriculture ou les services écosystémiques. Je montre que des petites échelles pratiques écologiques peuvent augmenter la viabilité des systèmes agricoles biologiques. Donc ça élargit la littérature sur la productivité des petites fermes dans un contexte autre que les pays du Sud ou l'agriculture familiale.
Et ça confirme aussi l'intérêt des pratiques écologiques innovantes, comme les associations et la diversification des cultures, sur la viabilité des systèmes d'agriculture biologique, qui n'ont donc peut-être pas intérêt à se conventionnaliser. En termes de contribution pragmatique, donc j'ai montré que les microfermes peuvent être viables économiquement et l'impact de différents choix stratégiques sur cette viabilité. On a mis en évidence la nécessité de faire des compromis qui ne menacent ni les dimensions matérielles ni les dimensions immatérielles. Bien sûr, attention à l'installation. Que bien sûr, il y a des niveaux potentiellement intéressants de viabilité, mais que c'est jamais 100% garanti et qu'il y a des niveaux quand même assez faibles pour des critères très exigeants, donc nécessité de continuer à expérimenter. Donc, on peut dire que les microfermes participent quelque part d'un réaménagement de la modernité, si on prend une expression de Latour, car à la fois, elles s'inscrivent quand même dans la modernité en cherchant à avoir une forme de rationalité pour répondre aux critères économiques du modèle dominant, mais elles revendiquent aussi d'autres valeurs que le progrès technique, maximisant le profit. Donc, face à ces fermes qui réaménagent la modernité, peut-être qu'elles nous obligent aussi à réaménager notre manière de faire de la recherche, et en particulier, la complexité des systèmes étudiés et la part importante d'aspiration qualitative dans leur conception appellent, selon moi, à la transdisciplinarité, c'est-à-dire à l'articulation entre différentes disciplines, biotechniques et sociales, et la prise en compte des connaissances paysannes. Je vous remercie de votre attention. Merci.